Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la troisième partie du chapitre de planification hiérarchisée. Dans les vidéos précédentes de ce chapitre, on a parlé de la complexité de la décision de planification qu'il fallait hiérarchiser suivant différents niveaux de planification, de long, moyen et court terme. On a abordé les deux premiers niveaux long terme à travers le PIC qui détermine les niveaux d'activité globaux par famille de produits en respectant la capacité des ressources critiques. Et le moyen terme à travers le DRP qui planifie la partie distribution en faisant remonter les prévisions des demandes régionales pour chaque dépôt au niveau des entrepôts centraux, puis au niveau de l'usine. Puis on a vu le PDP qui détermine au sein de l'usine des quantités à produire par référence période par période qui sont typiquement les semaines, tout en validant les équilibres charge-capacité qu'on a préalablement établis dans le PIC au niveau de la référence de produit. Aujourd'hui, nous nous intéressons au troisième niveau de planification sur un horizon court terme, c'est-à-dire de l'ordre de quelques jours généralement. On va voir comment est-ce qu'on va planifier de façon détaillée les flux de production et d'approvisionnement dans l'usine grâce au calcul des besoins et des charges. Ce processus de planification des flux aboutit à la création d'ordres de fabrication et d'ordres d'achat qui vont servir comme point d'entrée respectivement à l'ordonnancement que nous verrons dans un chapitre à part et à la gestion de stock d'approvisionnement que nous avons vu dans le chapitre 2. Comme nous allons le voir, les calculs des besoins et des charges nécessitent des calculs relativement lourds. La méthode de calcul n'a donc pu être mise en œuvre que lorsqu'on a pu disposer d'ordinateurs. Les premières applications de calcul des besoins nets ont été développées aux États-Unis dans les années 60 par un certain Orlicki qui travaillait dans la compagnie IBM. Orlicki a conçu une méthode qui s'appelle MRP0. MRP, donc le sigle MRP, c'est pour Material Requirements Planning, qui calcule les quantités à approvisionner et à fabriquer par période concernant deux types de produits. Les produits à besoin indépendants, qui sont les produits vendus par l'entreprise sous forme de produits finis, et dont le besoin est déterminé de façon externe à l'entreprise. Donc, on utilise des prévisions pour prévoir donc le besoin pour ces produits-là. Deuxième type de produit, ce sont les produits à besoin dépendant qui sont les matières premières et composants nécessaires à la réalisation d'un besoin indépendant et donc la fabrication du produit fini. Les besoins dépendants peuvent être obtenus de façon déterministe et c'est l'innovation de cette méthode-là, c'est que Orlicki a démontré que les besoins dépendants pouvaient être obtenus de manière déterministe à partir des besoins indépendants et de la nomenclature de chaque référence. Donc on parlera de ce calcul plus en détail dans la suite. À travers le MRP0, on a pu calculer donc les besoins dépendants à partir des besoins dépendants au lieu de définir les approvisionnements sur les bases de statistiques de consommation précédentes, ce qui induisait des stocks de sécurité importants et n'empêchait pas toujours les ruptures de stock, surtout lorsque le nombre de composants dans le produit fini était élevé. Donc cette méthode est venue un peu révolutionner le calcul des besoins et donc la gestion des encours au sein de l'usine. Dans les années 70, le MRP0 s'est enrichi et est devenu le MRP1, qui est aussi appelé méthode de régulation de la production et qui intègre les capacités des ressources et compare aux charges pour s'assurer que la charge est réalisable à ce niveau. Donc, ce qui est nouveau par rapport au MRP1, c'est qu'on introduit cette notion de capacité des ressources et qu'on s'assure bien que la charge est bien réalisable. On parle ici de la notion de système à boucle fermée, c'est-à-dire que je réponds à la question est-ce que j'ai la capacité de faire? Et si j'ai la capacité de faire, je fais. Sinon, boucle de retour et j'informe
l'échelon supérieur pour prendre des décisions d'ajustement par modification des capacités. On a vu les différents, on a vu par le passé donc les différents moyens d'action sur la charge. Cela donc peut conduire à une remise en cause carrément du PDP si on n'arrive pas à mettre en place des actions qui peuvent équilibrer charge et capacité. Plus tard, dans les années 70, apparaît le MRP2 et l'acronyme MRP passe de Material Requirements Planning à Manufacturing Resources Planning, ou en français Management des ressources de production. Ce MRP2 constitue en fait une généralisation du MRP1 à toutes les ressources de l'entreprise, en particulier en intégrant la planification financière et comptable. C'est-à-dire qu'en plus des questions quel produit, pour quand et combien auquel on a répondu dans le MRP0, est-ce que j'ai la capacité de le faire? Donc on a répondu dans le MRP1, je vais pouvoir cette fois-ci répondre à la question à quel prix et avec quelle priorité s'il y a arbitrage à faire entre différents produits. Finalement, l'avènement des ERP dans les années 90 a simplifié la vie aux entreprises, dans le sens où tous les ERP actuellement comportent un module de planification de production qui calcule les quantités et les dates d'approvisionnement pour les articles nécessaires allant jusqu'au niveau des matières premières. Puis, on calcule donc les capacités et on identifie les goulets d'étranglement suffisamment tôt pour pouvoir prendre des mesures préventives qui s'imposent et contrôler les coûts. Donc cette gestion est en liaison perpétuelle avec d'autres fonctions de l'entreprise comme la maintenance, comme la qualité, comme les ventes, et donc les entrées et sorties du MRP sont régulièrement mises à jour en temps réel, d'où la puissance de cet outil-là. L'objectif de ce troisième niveau de planification à travers l'utilisation de la méthode MRP est de déterminer précisément ce qu'il faut acheter et ce qu'il faut fabriquer. Donc pour cela, on utilise comme données d'entrée les quantités demandées pour chaque référence qu'on a dans le PDP. Puis, on va faire le calcul en deux étapes successives. La première étape, c'est ce qu'on appelle le calcul des besoins nets, c'est-à-dire les quantités à approvisionner ou à fabriquer pour chaque période, pour le produit fini et chacun de ses composants matières premières. C'est ce qu'on appelait les besoins indépendants et les besoins dépendants, et c'est ce qu'on retrouve donc dans la méthode MRP0. Ensuite, on évalue les charges induites par les quantités qui ont été calculées dans le MRP0, puis on va les comparer aux capacités disponibles. Donc ça, c'est la deuxième étape du calcul. Donc si l'équilibre entre charge et capacité est respecté, on aura obtenu un planning qui est réalisable. Donc on obtiendra des ordres de fabrication et des ordres d'achat, ce qui va constituer des points d'entrée pour les fonctions ordonnancement et gestion des approvisionnements. Autrement, donc si le planning n'est pas réalisable, donc si la charge est supérieure à la capacité, on va mettre en place, donc le planificateur devra prendre des décisions d'ajustement par modification des capacités ou par action sur les charges. D'où cette notion en fait de boucle fermée qui a été introduite dans le MRP1. À noter que dans un horizon aussi court, les moyens d'action peuvent être tellement limités et tellement coûteuses qu'on pourra aller dans certains cas à la remise en cause du PDP qui a été établi à l'horizon supérieur de planification. On commence donc la première étape de calcul des besoins nets. Donc ce calcul part du principe qu'en utilisant la nomenclature d'un produit, les besoins au niveau inférieur peuvent se déduire de manière exacte des besoins du niveau supérieur. Par exemple, si vous devez produire 100 voitures, vous savez, donc les 100 voitures, elles ont été prévues. C'est les prévisions de demande, c'est un besoin qui est indépendant, donc c'est un besoin qui a été
prévu dans un premier temps par, par le service de prévision de l'entreprise, et ensuite donc ça va se transformer en commande ferme au niveau court terme. Donc je disais, si vous devez produire 100 voitures, les 100 voitures ont été prévues, mais après, vous savez que vous aurez besoin exactement de 100 moteurs, de 100 boîtes à vitesse, de 200 sièges avant, de 100 banquettes arrière, de 400 pneus si on compte pas la roue de secours, etc. Donc le besoin de ces composants est dépendant des 100 voitures qui étaient prévues, et se calcule de manière tout à fait déterministe du besoin en véhicule. Mais le besoin en produit fini, ici les véhicules, est qualifié d'indépendant puisqu'il ne va pas dépendre à travers le PDP que de la demande du client, facteur extrinsèque à l'entreprise, et non pas d'un autre produit. Donc ce qu'on va faire en quelque sorte, c'est qu'on va prendre le besoin en produit fini, en véhicule, qui est issu du PDP, et qu'on va en quelque sorte éclater ce besoin en parcourant la nomenclature du véhicule niveau par niveau pour savoir quand et combien je dois fabriquer ou commander chacun des composants en tenant compte bien évidemment des délais de fabrication et d'approvisionnement pour pouvoir tenir les délais de livraison de produits finis. L'input ou le point d'entrée de ce calcul des besoins nets, ce sont les quantités demandées pour une référence qui est le produit fini de niveau 0 de la nomenclature. Donc ces quantités représentent ce qu'on appelle les besoins bruts au niveau 0. Donc elles sont calculées sur la base des commandes fermes, des prévisions à court terme, du stock d'anticipation qui avait été décidé au pic, etc. Donc cette fois-ci, la maille temporelle est plus restreinte. Donc typiquement, c'est une maille temporelle au niveau de la journée. Donc le point d'entrée du calcul des besoins nets, c'est de combien vous avez besoin pour satisfaire les commandes clients et pour constituer le stock d'anticipation jour par jour. Donc la question qui se pose, si lundi prochain je prévois de vendre 10 véhicules, est-ce que je dois fabriquer 10 voitures? La réponse est non, parce qu'il faut tenir compte de ce que j'ai dans mon stock physique et des réceptions de produits finis qui ont été lancés dans l'horizon de planification, avant l'horizon de planification, et que je vais recevoir lundi. D'accord? Par exemple, j'ai passé la commande lundi dernier, je vais la recevoir lundi. Donc ça, il faut que je le tienne en compte et que je ne reproduise pas ce dont j'ai déjà lancé la commande. D'accord? Donc j'ai passé la commande lundi dernier, ça va rentrer dans mon stock lundi, donc ça va alimenter mon stock, donc j'ai pas besoin de prévoir une quantité supérieure pour produire. Donc maintenant, si en plus de mon besoin de 10 voitures, j'ai un besoin d'un stock de sécurité de 2 voitures pour faire face aux erreurs de prévision par exemple, je dois ajouter les 2 voitures à mon besoin de 10 voitures. Donc on a déjà vu ça dans le PDP. Un stock de sécurité constitue un besoin supplémentaire. Donc si j'ai 0 produit en stock et 2 voitures qui doivent être reçues lundi, il faudra que je fabrique non pas 8 voitures pour compléter mon besoin brut, mais 10 voitures qui vont constituer donc la demande de 10 voitures plus les 2 voitures de mon stock de sécurité qui doit rester dans mon stock de sécurité. En partant de mon besoin brut en produit fini, je déduis les stocks disponibles et les réceptions prévues. Donc tout ce qui est dans le stock disponible et tout ce que tout ce qu'il est prévu que je reçoive, j'ai pas besoin de le refabriquer. Donc je le déduis de mon besoin brut et je rajoute mon stock de sécurité qui constitue encore une fois un besoin supplémentaire. Et avec ça, je vais obtenir ce qu'on appelle le besoin net en produit fini. Donc le besoin net en produit fini, finalement, c'est quelle quantité je dois réellement produire dans cette période. Donc je ne l'ai pas dans mon stock, je ne vais pas la recevoir.
quelle est cette quantité à produire réellement pour couvrir la demande du client et le stock de sécurité et qui va venir donc compléter les stocks que les quantités que j'ai déjà en stock et que je prévois de recevoir pour cette période-là. Donc ces besoins nets constituent des ordres de montage du produit fini pour l'usine compte tenu des délais de montage du produit fini. Donc si j'ai un besoin net de 8 voitures et que le délai de montage est de 2 jours, il faudra que je lance le montage des 8 voitures samedi matin si l'usine travaille 7 jours sur 7. Donc il faudra aussi tenir compte de la politique de lotissement, c'est-à-dire est-ce que j'ai un lot de fabrication économique à respecter. Donc si j'ai un lot de fabrication économique par exemple de 10 produits alors que mon besoin brut est de 8 produits, je lancerai le montage de 10 produits en accord donc avec cette politique de lotissement qui a été calculée a priori pour respecter par exemple une optimisation économique ou on verra ça par la suite. Donc au terme de cette étape, j'ai planifié les ordres de montage de mon produit fini en supposant que tous ces sous-ensembles de niveau 1 de la nomenclature seront disponibles au moment de lancer le montage. Donc au moment de lancer le montage de ma voiture, j'ai supposé que j'ai tous les composants de cette voiture-là de niveau 1, c'est-à-dire que j'ai les pneus, j'ai le moteur, j'ai la boîte à vitesse, j'ai les essuie-glaces, etc. Donc il va falloir planifier ce niveau 1 pour qu'il puisse réellement être disponible au moment voulu. Si j'ai besoin d'un moteur, il faudra planifier la production de ce moteur-là. D'accord ? Donc j'aurai besoin de la nomenclature de mon produit fini pour savoir quels sont les constituants de niveau 1 dont j'ai besoin pour le montage. J'aurai besoin de la nomenclature de mon produit fini et les quantités lancées de mon produit fini dans la première étape constitueront les besoins bruts de sous-ensemble de niveau 1 pondérés par le coefficient de montage qui figure dans la nomenclature. Donc, autrement dit, par exemple, si je dois lancer le montage de 10 voitures samedi matin, il faudra que 10 moteurs, 10 boîtes à vitesse, 40 pneus soient disponibles. Et ça, c'est 10 moteurs, 10 boîtes à vitesse, 40 pneus, eh ben, ce sont les besoins bruts pour chacun de ces composants. Les 10 moteurs, c'est le besoin brut des moteurs pour samedi. Les 10 boîtes à vitesse, c'est le besoin brut de boîte à vitesse samedi matin, etc. Et puis, la même chose, est-ce que je dois lancer la production des 10 moteurs pour qu'ils soient prêts samedi? Encore une fois, non, parce que ça va dépendre du stock de moteurs que j'ai et les réceptions prévues et le stock de sécurité des moteurs aussi. Donc, comme ce qu'on a fait pour le produit fini, on va le reproduire. Donc, il faudra calculer le besoin net de moteur qui est pareil, égal au besoin brut de moteur, moins le stock disponible de moteur, moins les réceptions prévues de moteur, plus le stock de sécurité des moteurs. Et donc ce besoin net, on devra le couvrir en lançant la production un délai de fabrication de moteurs avant et en respectant la politique de lotissement. Donc ces lancements sont donc les ordres de fabrication de sous-ensembles de niveau 1 moteur. Donc, on va faire pareil pour les boîtes à vitesse, les sièges, les pneus et tous les autres composants de niveau 1. Donc, ça sera un tableau par composant. Ensuite, on va regarder la nomenclature de chacun des sous-ensembles de niveau 1 et les quantités lancées pondérées par les coefficients techniques qui apparaissent dans la nomenclature, va constituer le besoin brut de ces composants de niveau 2. On va ensuite soustraire les stocks, les livraisons prévues, ajouter les stocks de sécurité pour obtenir le besoin net de ces composants de niveau 2. Puis on va se décaler du délai de fabrication pour lancer les ordres de fabrication des composants de niveau 2 en respectant la politique de lotissement, bien sûr. Donc, on refait la même chose pour tous les niveaux. Donc, on refait la même chose jusqu'à arriver au plus haut niveau de la nomenclature pour les matières premières et composants achetés par l'entreprise. Et donc, les lancements de matières premières et composants correspondra aux commandes qu'il faudra passer auprès du fournisseur. Et ces commandes sont exprimées à travers des ordres d'achat.
Donc pour récapituler, cette procédure soustrait à chaque niveau les stocks et les réceptions prévues et on ajoute le stock de sécurité au besoin brut pour pouvoir obtenir ce qu'on appelle le besoin net. Donc je rappelle que le besoin net, c'est combien est-ce qu'il faut fabriquer pour pouvoir couvrir le besoin et le stock de sécurité. Et seul ce besoin net devra être produit ou commandé. Donc si je n'ai pas de politique de production par lot, je dois exactement fabriquer ce besoin net, ce besoin net. Donc si mon besoin net il est de 8, je dois fabriquer 8. Si mon besoin net il est de 10, je dois fabriquer 10. Maintenant, si j'ai une politique de fabrication par lot, il faut faire attention. Donc il faut prendre l'arrondi supérieur par rapport à ce besoin net. Une remarque importante à ce niveau-là, c'est que si un composant est commun à plusieurs composés, il faudra sommer les besoins bruts correspondant à chaque composé, période par période, avant de calculer les besoins nets. D'accord? Donc si j'ai un composant B par exemple, pour fabriquer le produit A et pour fabriquer le produit B, je devrais sommer les besoins bruts issus du produit A et les besoins bruts issus du produit B avant de faire mon calcul pour ce composant-là. Si le principe donc de ce calcul est simple à comprendre, hein, c'est pas très compliqué, il cache derrière une grande lourdeur de mise en œuvre. Hein. Si vous essayez de dérouler par la suite, de faire des calculs à la main, vous verrez que c'est des calculs vraiment très lourds. Car imaginez par exemple le cas d'une entreprise qui fabrique une centaine de produits finis et chaque produit a une nomenclature à 10 niveaux avec des composants communs ici et là, donc il faudra assommer les besoins bruts à chaque fois. L'application du MRP va se traduire par la mise en œuvre de calculs qui sont considérables et qui engendrent des milliers d'ordres de fabrication et d'achat, dont il faut suivre l'exécution, ce qui est très compliqué en l'absence d'un système d'information adéquat. Donc, un autre facteur de complexité est lié aux données d'entrée du MRP, c'est-à-dire la demande en produit fini, la nomenclature. Donc, si ces données devaient être inexactes ou obsolètes, cela impacterait la fiabilité des ordres qui en découlent. Donc, il faut régulièrement mettre à jour de manière fréquente et rigoureuse les données d'entrée du MRP pour pouvoir avoir donc une planification qui est fiable et qui se tient. D'accord ? Le calcul des besoins se fait sur un tableau, hein, comme vous voyez sur l'exemple. Donc un tableau correspond à un produit fini, un composant, une matière première. Donc chaque produit fini, chaque composant, chaque matière première a un tableau comme ça. Donc la première ligne du tableau représente le besoin brut du produit fini, composant, matière première. Donc si produit fini, ce besoin est indépendant, donc il va correspondre aux commandes fermes, aux prévisions à court terme, en se basant sur le même principe d'imputation de la commande aux prévisions ou non qu'on a vu dans le PDP, donc je ne vais pas refaire, c'est le même principe. Si la commande ferme est habituelle, elle est imputée aux prévisions. Si elle est inhabituelle, on l'ajoute aux prévisions. Et puis il y a aussi cette partie de stock d'anticipation, donc ramenée à la journée, à une maille temporelle qui est plus fine. Donc si c'est une matière première ou un composant, c'est un besoin dépendant. Donc le besoin brut, il se calcule à partir des ordres planifiés du niveau supérieur de la nomenclature. Donc on déduit le besoin brut d'un composant par les ordres placés pour un composé, pondéré par le coefficient technique qui figure dans la nomenclature, tout en n'oubliant pas de sommer tous les besoins bruts des composés si le composant apparaît plusieurs fois dans la nomenclature. Hein. Deuxième ligne du tableau représente les réceptions prévues, c'est-à-dire les OF ou les OA, donc les ordres de fabrication ou les ordres d'achat lancés avant le jour 1, c'est-à-dire avant le début de l'horizon de planification et donc la réception est prévue à l'intérieur de l'horizon de planification. Si par exemple le jour 1 correspond au lundi, donc tout ce qui figure dans cette deuxième ligne du tableau, ça va être
une quantité qui a été lancée, par exemple, il y a 2 jours, donc samedi, et qu'on va retrouver ici. Donc c'est des quantités qui ont été lancées préalablement à cet horizon de planification et qu'on va retrouver ici. Donc ce sont des entrées dans mon stock qui sont prévues, mais qui ont été lancées dans la phase précédente de planification. Donc c'est différent de là. Donc vous avez 2 types de réceptions, les réceptions prévues et les réceptions d'ordre planifié. Donc les réceptions prévues, c'est ce qui a été commandé ou ce qui a été lancé en fabrication avant l'horizon de planification. Ici, c'est des réceptions qu'on va prévoir pour pouvoir couvrir les besoins nets et donc on va se décaler avant pour pouvoir les lancer. D'accord? Donc tous les deux sont des réceptions, tous les deux vont alimenter mon stock physique, mais la deuxième ligne, ça va être des réceptions qui ont été prévues dans le passé et qui vont entrer dans le stock physique. Ici, c'est ce que je vais finalement planifier dans cet horizon de planification. La troisième ligne du tableau, bon, c'est le stock disponible, c'est le stock physique de produits finis, de composants de matières premières. Donc la formule, c'est comme ce qu'on a utilisé dans le PDP. Elle se calcule toujours avec le même principe, c'est-à-dire que le stock AT est égal au stock à T-1 plus ce qui va alimenter le stock, c'est-à-dire les réceptions prévues AT et les réceptions prévues AT et les réceptions d'ordre planifié à T, moins ce qui va être consommé, c'est-à-dire le besoin brut AT, ce qui va être consommé par le client ou par le niveau supérieur de la nomenclature. D'accord? La quatrième ligne du tableau correspond au besoin net AT qui, comme nous l'avons expliqué précédemment, est égal au besoin brut AT, c'est-à-dire la demande, plus le stock de sécurité qui représente finalement un besoin de plus que le besoin du client. Et on soustrait ce qui est déjà disponible en stock. Donc pas besoin de le refabriquer ou de le recommander. C'est-à-dire qu'on fait moins le stock disponible. Faites attention, c'est le stock disponible à T-1. Pourquoi? Parce que le stock disponible, c'est un stock disponible en fin de période. Donc, ce qui peut être les besoins couverts, les besoins en période T seront couverts par le stock en fin de période T-1. D'accord? Donc, faites attention à cet indice-là. Donc, c'est le stock disponible à T-1 moins les réceptions prévues à T. Donc, parce que les réceptions prévues sont en début de période T. D'accord? Donc, si ce besoin est négatif ou nul, ça veut dire qu'il n'y a pas de besoin. D'accord? Donc, on fait le max entre 0 en fait et ce calcul-là, cette formule de besoin net. Si ce besoin net est positif, ça veut dire qu'il faudra lancer une production ou une commande. Donc, la cinquième ligne du tableau, elle correspond aux réceptions d'ordre planifié, c'est-à-dire la planification de la quantité à fabriquer ou à recevoir du produit fini, composants ou matières premières pour couvrir ce besoin net. Donc si on a une production unitaire comme j'ai déjà dit, c'est-à-dire pas de lot de fabrication économique, on va fabriquer uniquement ce besoin net. C'est-à-dire si j'ai un besoin de 45, je réceptionnerai 45 et je lancerai 45. D'accord? Si j'ai un besoin de 25, je lancerai 25. Je réceptionnerai 25 et je lancerai 25. Si j'ai un besoin de 5, je lancerai uniquement 5 et je réceptionnerai 5 et je lancerai 5. D'accord? Maintenant, si j'ai un lot de fabrication économique, ici en l'occurrence la taille de lot est les 200, donc je lancerai le multiple de la taille de lot qui va couvrir ce besoin net. 45, je vais réceptionner 100. 25, je vais réceptionner 100. 5, je vais réceptionner 100. Si par exemple on avait 145, on réceptionnerait 200. D'accord? Finalement, la dernière ligne, ça représente les lancements. Ici, c'est la réception d'ordre. Quand est-ce qu'il est prévu de réceptionner 100 de ce produit composant ou matière première. Ici, c'est quand est-ce que je dois lancer
pour que j'ai les 100 au troisième jour. Par exemple, ici, on a un délai d'obtention de 2 jours. Donc, pour avoir 100 le jour 3, il faudra les lancer le jour 1. Pour avoir les 100 le jour 5, et je devrais les lancer 2 jours avant, c'est-à-dire en jour 3. Pour avoir les 100 ici le jour 7, il faudra les lancer 2 jours avant. Donc, il y a ici cette donnée d'entrée importante qui est le délai d'obtention du produit ou du composant ou de la matière première. Je vous remercie, je vous souhaite bon courage et je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah.